Merci d'être ici ce matin pour ce comptoir Octo avec nous. Alors, sans plus attendre, on va démarrer. Alors aujourd'hui, pendant ce comptoir, ce qu'on aimerait faire, c'est vous proposer un retour d'expérience avec Frédéric Gillode, client Octo et chef de projet à la direction de la sécurité routière, autour de l'utilisation de la data science centrée utilisateur et tout particulièrement, comment est-ce qu'elle a accompagné l'évolution d'un métier et de ses outils pour le ministère de l'Intérieur. Alors, ça ne va pas le faire, c'est à chaque fois. Voilà. Alors, rapidement, qui sommes-nous? Eh bien, moi, je suis Johan Hainaut, je suis data scientist chez Octo et product owner sur le projet de refonte du système d'information du ministère de l'Intérieur pour le permis de conduire. L'équipe que je pilote vise à mettre en place des outils, notamment un data mart, des outils de pilotage, mais aussi du conseil et de l'accompagnement pour le projet ERPC, donc cette grande refonte et modernisation du système d'information. Et dans toutes ces applications qui vivent une refonte, il y a rendez-vous permis. Et je vais laisser Fred se présenter, puis prendre la suite pour vous parler justement de rendez-vous permis et de comment on utilise la donnée ici. Bon, bonjour à tous. Alors moi, je suis Frédéric Gillode, je travaille pour le ministère de l'Intérieur, plus précisément pour la délégation à la sécurité routière et la sous-direction à l'éducation routière et le permis de conduire. Moi, j'ai intégré la délégation à la sécurité routière il y a une dizaine d'années. Je suis arrivé pour m'occuper d'une première réforme qui était la réforme du permis de conduire, c'est-à-dire la modernisation des épreuves des catégories moto et poids lourds. Une fois que j'ai fait ça, j'ai basculé progressivement sur tout ce qui était modernisation dans la relation à l'usager et modernisation des outils utilisés par les agents de l'administration, avec la réalisation d'une application pour les épreuves pratiques qu'utilisent aujourd'hui les inspecteurs du permis de conduire, qui permet aux élèves et donc aux candidats en réussite d'aller récupérer soit leur bilan de compétences, soit leur titre provisoire sur le site de la sécurité routière. Ensuite, je me suis occupé de l'externalisation des épreuves théoriques. C'est pour ça que maintenant, n'importe qui sur le territoire peut aller passer sur un des 2000 centres gérés par des opérateurs privés, que sont La Poste, SGS, Bureau Veritas, DECRA et 3 autres. Maintenant, j'ai basculé sur une nouvelle mission. Ma mission, c'est chef de projet réforme du permis de conduire. Chef de projet réforme du permis de conduire, je m'occupe plus particulièrement de l'application Rendez-vous permis, qui est une application qui vise à moderniser la relation que nous avons avec l'usager élève du permis de conduire et donc futur conducteur. Alors, pourquoi la réforme du permis de conduire? Alors, la réforme du permis de conduire, elle a été annoncée le 2 mai 2019 par le Premier ministre Édouard Philippe. Elle se base sur les conclusions d'un rapport parlementaire, le rapport parlementaire de la députée du Gard, Dumas. Dans cette réforme, le gouvernement s'est engagé sur 10 mesures pour réformer la formation au permis de conduire, avec pour objectif de rendre le permis de conduire plus accessible, moins cher et plus rapide. Dans quel contexte la réforme du permis de conduire s'est mise en place? Elle s'est mise en place parce que le permis de conduire aujourd'hui, c'est le premier examen de France. Toutes épreuves confondues, c'est 3 800 000 épreuves. C'est 1 400 000 épreuves pour la catégorie B, c'est-à-dire pour l'examen voiture, avec 800 000 nouveaux entrants chaque année. C'est un système d'inscription au permis de conduire pour passer les épreuves qui a une existence d'au moins une vingtaine d'années. Et nous sommes sur actuellement un secteur qui évolue comme beaucoup d'autres secteurs en France avec la digitalisation, c'est-à-dire des auto-écoles en ligne qui se sont montées face aux auto-écoles traditionnelles que vous connaissez. Ça a eu pour conséquence une forte augmentation des candidats libres parce que ces auto-écoles en ligne ont un modèle économique et un modèle de développement qui ne correspond pas à une méthode d'attribution des places qui a été pensée il y a 20 ans. Et donc, on est amené à moderniser l'accès à l'examen du permis de conduire et repenser le système pour mettre notre usager, le candidat, au centre de ce système. Donc, les grands principes de rendez-vous permis. Rendez-vous permis, on va le comparer quand même à la méthode actuelle. La méthode actuelle d'attribution des places est une méthode qui se base sur un système de quotas, où on va prendre en compte l'activité passée d'une école de conduite pour lui attribuer des places demain. Et c'est l'auto-école de conduite qui est propriétaire des places.
Rendez-vous permis, le gros changement de paradigme, c'est de placer le candidat au cœur du... C'est de placer le candidat au cœur du système. En plaçant le candidat au cœur du système, c'est aussi pour les écoles de conduite leur donner des places en fonction des besoins à venir et non pas d'une activité passée. En effectuant vraiment ce changement culturel, ce changement de paradigme, évidemment, on s'attaque à un système en place avec un système de quotas, avec des acteurs historiques, mais notre but, c'est vraiment de mettre en place des règles de concurrence loyale, de redonner toute sa place au candidat en le rendant propriétaire de sa place d'examen, de ne jamais pénaliser une école de conduite sur le plan économique en se basant sur une activité passée, mais en lui donnant vraiment des places en fonction de ses besoins à venir. Et ainsi, ça nous permet de rééquilibrer les droits entre l'auto-école et l'élève. Alors, rendez-vous permis a été expérimenté sur 5 territoires de l'Occitanie, l'Aude, le Gard, le Gers, l'Hérault et la Haute-Garonne. On a démarré en mars 2020. On est à plus d'1 an d'expérimentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on était vraiment totalement centré utilisateur. Et pour une politique publique, je crois qu'on peut s'enorgueillir d'avoir été vraiment très présent sur le terrain, avec énormément de réunions avec des acteurs locaux, que ce soit les responsables d'auto-école, les formateurs, les candidats, les agents de l'administration. Et cette application a été développée de façon itérative et on s'est constamment adapté aux besoins des auto-écoles. Pour s'adapter constamment aux besoins des auto-écoles et des agents de l'administration, on s'est basé également sur une ressource qui nous était indispensable, c'est la data. Et c'est là qu'intervient le rôle primordial de Johan et de son équipe pour nous aider à construire cette solution, pour avoir toutes les données nécessaires à fournir les outils adaptés à l'ensemble des acteurs. Alors, chaque candidat va donner mandat à une école de conduite pour s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Il va se créer un compte et la nouveauté, c'est qu'il est informé de toutes les démarches que réalise l'auto-école pour lui. Il peut également se créer un compte et s'inscrire seul en candidat libre. On peut changer. Alors avant, on va faire un petit focus sur le système précédent, dont les créneaux d'examen sont distribués à date fixe à chaque auto-école, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, on donne les places pour tout le mois à venir à chaque auto-école de façon numérique qui fait ce qu'elle veut avec ses places d'examen. Le nombre de places qui est attribué à une auto-école est calculé sur son activité passée des 12 derniers mois. Ça ne tient donc absolument pas compte de l'essor d'une école de conduite. Si vous ouvrez un deuxième bureau, que vous vous mettez en face d'un lycée, que vous faites beaucoup de publicité, que vous rentrez 20-30 inscriptions de plus par mois, que vous avez embauché 3 moniteurs, eh bien, ça ne suivra pas puisque vos places d'examen à venir sont calculées sur votre activité passée. Donc, on est sur un système qui a fonctionné en son temps, qui a répondu à des besoins qui étaient ceux d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, mais qui ne fonctionnent plus sur un secteur qui est en train d'évoluer, à la fois avec des auto-écoles en ligne, avec des auto-écoles qui se développent, avec des besoins accrus de la part des usagers. Parce que vous le savez, le permis de conduire, c'est un passeport pour l'emploi, c'est un passeport pour arriver à se déplacer, notamment dans les territoires ruraux. Donc voilà, on est arrivé sur un système qui est à bout de souffle. Et le nouveau système qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs est un système qui va nous permettre de planifier à l'avance les places que nous allons proposer. Alors, il faut savoir qu'on a 1300 inspecteurs sur le territoire, on a environ 1000 centres d'examen, et la seule façon, dans un contexte de tension entre offre et demande, de répondre à cette demande, c'est de lisser dans le temps et de proposer à l'avance ces places d'examen. Et pour lisser dans le temps et proposer à l'avance ces places d'examen, à la fois sur l'ensemble des centres d'examen, à la fois en fonction de notre capacité de production, c'est-à-dire les inspecteurs, on a besoin de nouveaux outils. Et ces outils, ce sont tout ce que la data va nous permettre d'obtenir en termes d'indicateurs, d'outils de pilotage, de dashboard qui vont nous permettre de savoir où mettre les curseurs. Est-ce que j'ouvre plus en B? Est-ce que j'ouvre plus en moto? Est-ce que j'ai besoin de plus de place sur Béziers que sur Montpellier? Est-ce que grâce à la data, je suis capable de savoir que sur ce secteur géographique, les conditions socio-économiques font qu'on prend plus d'heures, moins d'heures, que donc les gens vont avoir besoin de plus de place dans 2 mois, dans 3 mois? Tout ça, on en a vraiment besoin parce qu'on part sur un nouveau système, un système où vraiment on veut adapter notre proposition
de places d'examen, notre offre à la demande des auto-écoles et donc des candidats qu'il y a derrière. Tout ça dans un contexte particulier, puisqu'on a démarré l'expérimentation, au bout de 12 jours, on l'a arrêté avec le confinement. Le confinement, c'est l'arrêt pendant plus de 2 mois de l'activité de l'éducation routière et donc la non-réalisation de 300 000 épreuves du permis de conduire. On a donc ce qu'on appelle entre nous la bosse Covid. Et donc, nous avons ces 300 000 examens à rattraper, à raboter progressivement, tout en étant capable de s'adapter à la forte demande que nous avons donc sur l'ensemble du territoire. Les utilisateurs concernés par la plateforme, vous avez compris, le BER, c'est ce qu'on appelle le Bureau éducation routière. Le Bureau éducation routière, ce sont les agents d'administration qui sont localisés dans chacun des départements et qui ont pour mission de planifier l'activité des examens des inspecteurs du permis de conduire et donc de planifier la production d'examens du permis de conduire en fonction de leurs ressources, c'est-à-dire l'inspecteur, et de la répartir de façon équitable entre les écoles de conduite, entre les différents centres d'examen, entre le gros pôle sur une agglomération, les petits centres secondaires sur les villes satellites. Ça, c'est leur boulot. Les auto-écoles, on va passer rapidement sur leur rôle, mais il n'empêche qu'avec ce nouveau système où la place appartient aux candidats, on est sur un changement culturel et donc il y a vraiment nécessité, puisqu'on propose une offre de place d'examen étalée dans le temps, de se rapprocher de l'élève, de planifier avec lui sa formation pour être sûr de l'amener à un niveau optimum le jour de l'examen. Les candidats aux auto-écoles se présentent au créneau d'examen réservé par leurs auto-écoles. Les candidats libres réservent même leur créneau. Un candidat libre, je précise parce qu'on n'en a pas parlé encore, un candidat libre, c'est un élève qui a fait le choix de ne pas passer par une école de conduite pour venir à l'examen du permis de conduire. Il est donc accompagné d'un proche. Alors, le constat donc, que Fred vient de vous faire, c'est tout simplement qu'il est dans une situation où maintenant l'offre va directement se confronter à la demande. Ça, c'est tout à fait nouveau et on se retrouve donc on fait un système qui va être contraint par la rencontre entre l'offre et la demande. Et ça, quand on a discuté avec Fred au début de cette mission, c'est clairement là, et comme il vous l'a répété d'ailleurs juste en avant, que la situation est la plus difficile à gérer puisque c'est l'inconnu, c'est nouveau et c'est quelque chose pour lequel l'équipe de Frédéric voulait avoir en fait des outils notamment les plus objectifs possibles et donc issus de la donnée. Et aussi donc être capable de garantir cette équité d'accès au créneau pour les auto-écoles, puisque c'est vraiment, on va dire, une crainte, une douleur côté auto-école de pouvoir s'assurer d'avoir accès aux créneaux d'examen qui sont la validation du parcours du candidat et donc pour eux, la manière d'accomplir leur métier de bout en bout. Alors, pour faire de la donnée dans ce contexte, pour utiliser la donnée que l'on pouvait recueillir via rendez-vous permis et l'historique déjà existant, on a choisi une posture centrée utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire une posture centrée utilisateur? C'est une posture qui va constamment se focaliser sur 4 choses. Dans un premier temps, c'est l'adoption du produit. Tout le temps penser à ce que comment le produit sera reçu, le produit issu de la donnée, comment il sera utilisé. Et j'ai envie de dire, même quand on dit adopter, c'est vraiment faire devenir partie prenante du processus métier de l'utilisateur. Et pour ça, donc, c'est constamment vérifier l'adéquation de la conception de ce qu'on est en train de faire avec le quotidien des utilisateurs, s'assurer qu'il y ait le moins de friction possible et que ça va s'intégrer de la meilleure des manières. Ce sont aussi des enjeux métiers quantifiés, c'est être capable de savoir ce que l'on veut faire, mais de manière quantifiée, et que donc, on va dire, la corollaire, c'est que l'impact soit mesurable, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va pousser un outil, on pense à comment on va mesurer qu'il est utile, effectivement, qu'il n'est pas une énième brique numérique sur le pipeline de l'utilisateur. Et pour vérifier tout ça, on s'inspire énormément de l'emploi de toutes ces techniques qui viennent du monde de l'UX, les expériences maps, comme vous l'a dit Fred, énormément d'interviews utilisateurs le plus possible. D'ailleurs, je vais la semaine prochaine rencontrer les BER directement. C'est vraiment important pour nous de constamment garder ce lien, de co-construire avec eux. Et ça se fait via des outils qui viennent, comme je l'ai dit, du monde de l'UX. Et on pourra
dans la partie échange, y revenir. Alors, il y a 4 grands périmètres sur lesquels on a articulé notre expérience de l'utilisation de la donnée et notre accompagnement du delivery de rendez-vous permis. Tout d'abord, il y a tout cet accompagnement des prises de décision des BER et de la DSR. Donc, la DSR, c'est Frédéric, évidemment, et son équipe. C'est objectiver aussi les effets du changement auprès des BER et des auto-écoles, donc auprès de nos utilisateurs. C'est mesurer objectivement, comme on l'a dit, les effets d'un nouvel outil. Et puis, c'est aussi revisiter tous les KPI métiers des BER pour parfois garder l'existant et parfois trouver de nouvelles métriques. Alors, un premier exemple, c'est cet accompagnement des prises de décision. Et là, dans les faits, en fait, ce qu'on a fait, c'est creuser l'expérience utilisateur, donc essayer de comprendre via la donnée cette expérience de nos utilisateurs face à ces nouveaux outils, à ces nouveaux métiers. Typiquement ici, comme exemple, les auto-écoles nous auront montré que pour eux, le plus important, c'est d'avoir un maximum d'élèves à amener lors d'une même journée d'examen pour tout simplement être le plus efficace possible dans les déplacements. Et donc, la capacité pour eux de réserver des créneaux les uns à côté des autres, si j'ose dire, c'était primordial. Donc là, en se focalisant, en se centrant sur l'expérience et la réaction des utilisateurs, on a mieux informé la prise de décision, notamment en ce qui concerne la manière dont on a de libérer les créneaux et aussi de limiter l'accès à certains créneaux pendant un temps donné pour s'assurer de l'équité d'accès aux examens. En ce qui concerne l'accompagnement des utilisateurs, quand je dis objectiver les effets auprès des utilisateurs, qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait côté utilisateur BER et auto-école une crainte d'une forte disparité d'accès entre les grandes et les petites auto-écoles. La peur étant que les grandes auto-écoles allaient dévorer tous les créneaux. Et on a confronté cette crainte à une mesure qui s'oriente donc sur une vision très métier des choses, à savoir la taille tout simplement de l'auto-école, puisque c'est sur ça que s'articule la crainte. Et on a remonté, et Fred a communiqué aux BER et aux auto-écoles, le fait que, en fait, dans les faits, les auto-écoles de moyenne et petite taille avaient en majorité gagné plus de créneaux qu'avant. Donc, cette crainte était justifiée tout à fait, et en se centrant sur les douleurs de l'utilisateur, eh bien, on a pu expliquer qu'en fait, dans les faits, elle ne se réalisait pas. De la même manière, quand on parle d'impact du changement, alors là, tout le travail, c'était de trouver une métrique qui va parler à tous les niveaux d'utilisateurs, donc une approche aussi, on va se centrer sur l'universalité de la métrique pour tous nos utilisateurs, pour éviter d'avoir plusieurs métriques pour le même message. Et ici, on a choisi, par exemple, le rang des départements dont vous a parlé Fred, qui sont dans cette zone d'expérimentation, leur ranking par rapport au taux de réussite parmi les autres départements. Donc, en comparaison aux autres départements qui étaient sur l'ancien système, et en utilisant le taux de réussite. Pourquoi? Parce que le taux de réussite fait partie de ces métriques originellement choisies, qui en plus retranscrivent très bien la mission du ministère ici, à savoir permettre d'accéder au permis. Donc voilà, là vraiment ce qui était important ici, c'était universalité de la métrique, c'est choisir une métrique qui parle à tous les niveaux d'utilisateurs. Maintenant, et c'est le plus gros du travail qu'on a fait avec Fred en termes d'échange, c'est ces réformes des métriques métiers, parce que puisque les outils changent, puisque les métiers changent, nos outils de même, et fatalement donc nos métriques. Et là, l'idée a été de structurer tous les KPI qu'on allait utiliser, et certains d'entre eux existaient déjà, bien évidemment, autour de ces utilisateurs qu'on vous a décrits précédemment. Et pourquoi? Parce qu'ainsi, on arrive à tout de suite lire, on va dire, la mesure issue de ces KPI, et aussi, on arrive, quand on les présente aux métiers, elles sont tout à fait interprétables. Et donc, les métiers, les utilisateurs vont les accueillir de la meilleure des manières possibles. Comme exemple, par exemple, quand je me mets du point de vue des auto-écoles, j'ai le temps de disponibilité des créneaux, j'ai le taux d'annulation et le nombre de réservations, j'ai le délai entre la date de réservation et la date d'examen. Donc, c'est le comportement des auto-écoles et cette crainte qu'elles avaient, qui est cette disponibilité des créneaux, qui est retranscrise ici dans ces KPI. Du point de vue de la DSR, nombre de candidats en cours de parcours, taux de créneaux sans présentation, taux de remplissage, on est sur une gestion de la ressource. Et du point de vue des candidats, on a l'estimation du temps médian, le taux de réussite. Donc, on est sur, moi, en tant que candidat, je veux avoir accès au permis. Et donc, dans quelle temporalité, avec quel succès je vais arriver à cela. C'est vraiment cette structuration qui s'est faite à partir des utilisateurs qui nous a permis comme ça de poser ces KPI qui ont maintenant une lecture, j'ai envie de dire, tout à fait naturelle. Alors,
le plus important quand on veut faire de la donnée, c'est d'en avoir. Et le plus gros challenge ici, c'est de l'organiser pour que son utilisation soit pérenne. Par là, j'entends que normalement, enfin, comme cela s'était fait avant, on avait un espèce d'entrepôt de la donnée avec les bases de données, toutes les applications. De là étaient remontés des KPI. Mais à chaque évolution, à chaque modernisation de ces applications, si la base de données changeait, alors tous les KPI qui avaient été posés avant, il fallait revisiter leur source, il fallait revisiter la manière dont on allait acquérir ces données. En pérennisant un data mart, en positionnant le data mart, le comptoir des données, comme un produit, comme un livrable en lui-même et quelque chose qui a de la valeur par son existence, eh bien, on pourra pérenniser l'accessibilité à la donnée, le fait qu'elle soit fiable, puisqu'on a des dashboards de mesure de qualité, et surtout qu'elle soit rapidement utilisable par les métiers. Toutes ces tables dans ce comptoir des données, n'importe quel métier peut les lire sans lire forcément la documentation parce que leur organisation et les données qu'elles contiennent ont une structure naturelle. Maintenant, l'équipe data, comment est-ce qu'elle travaille avec ces données-là? Eh bien, en 3 étapes. J'ai envie de dire assez classique. On commence par de l'exploration, on creuse, on essaie de comprendre, on échange avec les utilisateurs. Quand on trouve quelque chose d'intéressant, on l'industrialise, c'est-à-dire qu'on le pérennise, en fait, tout simplement. Cela nous permet, si cela a une utilité, et on en discutera, mais ça a été le cas au moins pour un sujet, pour un cas d'usage, on construit alors des systèmes apprenants sur toutes ces data marts, ce pipeline de données qui est industrialisé. Alors, où en est-on dans les faits aujourd'hui? Vous avez en haut comme ça, là, très rapidement, le cycle de vie de rendez-vous permis. D'abord, il y a un cadrage, puis évidemment la construction de l'application, son expérimentation sur les 5 départements, comme Fred l'a précisé, puis enfin la généralisation à toute la France. Aujourd'hui, on est au début de cette généralisation. La data, elle est arrivée en fin de construction, donc pas pendant le cadrage initial. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser la donnée, à explorer, à échanger avec les métiers pour comprendre ce qu'on pouvait faire, quels outils de pilotage pouvaient être intéressants et surtout quelle structure de comptoir de données on devait adopter pour avoir la donnée qu'on voulait utiliser plus tard. Et c'est pendant l'expérimentation qu'on a mis en place le data mart. Et enfin, on espère, pendant la généralisation, que les outils de pilotage qu'on a commencé d'ailleurs à dessiner aussi pendant l'expérimentation soient généralisés à tous les utilisateurs, et que certains de ces outils, évidemment, soient ces fameux systèmes apprenants dont on parlait. Et maintenant, le next step, aussi en parallèle, c'est de quitter cette vision purement applicative autour de rendez-vous permis. Rendez-vous permis est un écosystème de métriques. Fred, par exemple, est aussi en charge du livret numérique. Le livret numérique, qu'est-ce que c'est? C'est un cahier de correspondance pour les élèves du permis de conduire qui permet de suivre leur formation. Notre idée, c'est d'avoir dans ce data mart toutes les données relatives à chaque étape du parcours pour pouvoir non plus apprendre d'une seule application, mais de toutes. Pourquoi? Parce que l'utilisateur, c'est le même. L'élève, le candidat, le conducteur, c'est le même à différentes étapes de son ontologie. Donc, l'idée, l'envie de la plateforme data, c'est aussi de transcender ces frontières entre les applications pour apporter plus, pour apprendre plus et pour mieux accompagner les utilisateurs. Et je vais laisser Fred faire le retour d'expérience finale sur les points forts et les points d'amélioration qu'il a identifiés pendant ce travail. Je vais apporter une précision justement sur le livret numérique. Je vous ai dit que Rendez-vous Permis était issu de la réforme du permis de conduire pour tous annoncée par Édouard Philippe. Il y avait 10 mesures. Parmi ces 10 mesures, il y en a une qui est la pierre angulaire de la réforme du permis de conduire, qui est la mesure 6, et qui est donc traduite par l'expérimentation Rendez-vous Permis, qui a été un succès et qui maintenant va être généralisée progressivement à l'ensemble du territoire. Il y en a une autre qui est la mesure 8, dont vient de parler Johan, qui est le livret numérique. Et des travaux que nous avons effectués avec Johan, on a très rapidement décidé de lier la mesure 6 et la mesure 8. Puisque la mesure 8 nous permet d'avoir de la donnée sur le parcours des élèves avant d'arriver à l'examen, et la mesure 6, la modernisation de l'inscription à l'examen du permis de conduire, nous permet d'offrir des places en fonction de la demande et en fonction des besoins donc, des utilisateurs, à savoir quand est-ce qu'ils vont être prêts à se présenter à l'examen. Et donc, là, vraiment, l'étude de la data a tout son sens, puisqu'on va mesurer l'état d'avancement des élèves dans leur parcours de formation pour être en capacité de prédire aux agents de l'administration à quel moment et sous quel volume et de quelle façon je vais le répartir équitablement sur le territoire et entre les besoins des écoles de conduite et donc des élèves, en fonction justement
de la maturité des élèves qui vont être amenés à passer les épreuves. Donc, essayez vraiment au maximum, dans le cadre d'une politique de service public, d'être en mesure d'offrir le service adapté à nos jeunes qui passent l'examen du permis de conduire. Et tout ça se fait justement grâce à l'étude de toutes ces données, du parcours de formation, avec un système apprenant qui va nous permettre d'être au plus près des objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, c'est un vrai changement culturel, un vrai changement de paradigme, puisqu'avant, on était sur une méthode qui était cyclique, mécanique chaque mois, et qui ne se basait que sur une activité passée. Et en fait, je vais vous dire, j'aurais pu tout à fait vous prédire d'une année sur l'autre quel serait le nombre de places pour chaque auto-école, puisque c'était la même chose depuis 15 ans. Donc voilà, là, il y a un vrai boulot qui s'est fait. Donc, rendez-vous permis, c'est un succès parce qu'il y a eu à la fois, comme l'a dit Johan, une approche centrée totalement utilisateur et une approche centrée data pour vérifier que ce qu'on faisait, que ce que demandaient les utilisateurs correspondait à la réalité et pour être en capacité même de se projeter et de se rapprocher des besoins à venir. Alors, nos points forts, ça a été bien entendu la connaissance de nos utilisateurs et de leur comportement, qui a été fortement améliorée. Des services qui sont adaptés aux besoins des utilisateurs, centrés sur ceci, et avec, pour les besoins notamment de l'administration, c'est-à-dire ceux qui vont proposer les places d'examen aux écoles de conduite dans les semaines à venir, des outils de pilotage. Parce qu'au début, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a démarré en mars 2020, les équipes, les agents de l'administration ont tâtonné. Ils ont proposé des places, grosso modo, comme ce qu'ils faisaient auparavant. Et petit à petit, on a vu que ce qu'on faisait auparavant, quand on se rapprochait de la demande, ne fonctionnait plus, qu'on avait besoin de plus de places sur tel centre d'examen, qu'on avait besoin de moins sur celle-là, qu'on avait besoin de rééquilibrer entre le B et la moto, qu'en fait, proposer des places d'un mois sur l'autre, ça ne fonctionnait pas, qu'il fallait s'étaler dans le temps et aller voir à 5, 6, 7, peut-être 8 semaines. Tout ça nécessite des outils d'aide au pilotage. Et pour les agents de l'administration, il y a eu un changement de mission. Ils sont passés sur des actions qui relevaient de l'exécution par rapport à une mécanique presque mathématique d'attribution des places de façon numérique aux auto-écoles, à un besoin d'aide pour le pilotage de cette ressource d'examen. Et dans le pilotage… Oui, pardon, il y avait une question. Et dans le pilotage, d'être le plus près possible. Ensuite, notre usage de la donnée a été pérennisé plus facilement par la création des ressources qui ont été implémentées très tôt dans le cycle de vie de l'application. Point d'amélioration, c'est que l'arrivée de l'équipe data est arrivée en cours de réalisation parce qu'on a exprimé des besoins, qu'on a vraiment besoin de ces outils d'aide au pilotage et que, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'inclure une équipe data dès le cadrage de votre projet. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, nous allons y répondre avec plaisir. Et désolé, on a un peu dépassé, mais le contexte client métier est tellement important ici que c'est bien qu'on ait aussi couvert quelques détails. Alors, il n'y a aucune question. Alors, soit on a été très clair, soit très confus. Merci pour ce règle, c'est très intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions par rapport, en fait, c'est par rapport à on va dire à la performance. La première, c'est comment vous anticipez les repassages de candidats et le fait de faire le lien avec le conducteur. Est-ce que il peut pas y avoir une dérive sur un classement des auto-écoles en fonction de leurs résultats? Alors, comment on anticipe? C'est justement le boulot qui est fait avec la data, c'est qu'en fait, on regarde dans le pipe quel est le stock de candidats, et le stock de candidats, c'est à la fois les nouveaux entrants et c'est ceux qui viennent d'échouer. Alors après, on a mis en place des outils de régulation et de responsabilisation du candidat. C'est-à-dire qu'on a dit au candidat, désormais, tu es propriétaire de ta place d'examen, tu en es responsable. Et on veut, comme notre ressource examen est limitée par le nombre d'inspecteurs qui travaillent, comme notre
ressources est rare, on veut que tu en fasses un bon usage. Un bon usage, c'est que tu ne dois pas être absent le jour de l'examen. Tu ne dois pas annuler trop tardivement, sauf cas exceptionnel, bien entendu. Pour des raisons sérieuses, je peux être absent ou je peux annuler tardivement. Tu ne dois pas annuler trop tardivement au risque que la place d'examen ne soit prise par personne et que ce soit donc une place perdue. Et lorsque tu te présentes à l'examen, il est normal d'échouer, hein, comme à toutes les épreuves, on peut tout à fait se rater. Mais si jamais ton niveau est vraiment très éloigné du niveau attendu pour la réussite, eh bien, on va appliquer ce qu'on appelle des délais de présentation. Donc, une absence non justifiée, on va dire à la personne, désormais, vous attendrez 40 jours avant de pouvoir reprendre une place d'examen. Vous avez annulé trop tard, sans aucune raison sérieuse, on n'a pas pu redonner la place d'examen, vous attendrez 30 jours. Vous êtes arrivé avec un niveau à l'examen qui est très éloigné de ce qu'on attend, c'est-à-dire qu'il faut être quand même un minimum préparé, eh bien, on attendra. Et cette attente sera croissante en fonction de l'écart attendu par rapport au niveau de l'examen. Voilà. Alors, comment on gère les gars qui vont se représenter? On gère comme ça, puisqu'on les met dans un système de file d'attente et donc de délai de présentation. Comment on gère également? Justement, par l'utilisation de la data et avec Johan et ses équipes qui mesurent en permanence le stock qu'on a derrière. Et bientôt avec une finesse encore plus accrue, puisqu'on aura le parcours de formation avec le livret numérique. Et donc, on sera capable de dire, sur tel centre d'examen, donc tel bassin de population, tel nombre d'auto-écoles, voilà le nombre de candidats en attente. On va pouvoir le comparer par rapport à tous les autres centres d'examen et donner des aides au pilotage à nos agents de l'administration pour dire, sur ta capacité de production, voilà comment nous, l'application, via les outils d'aide au pilotage, te conseille de répartir de façon équitable entre les différents centres d'examen, entre les différents bassins de population, la ressource examen. Et alors, pour le petit point technique, le modèle qu'on utilise à l'heure actuelle, ça peut évoluer bien évidemment, c'est un modèle de survie en fait, issu à l'origine du monde biomédical, donc des régressions de Cox ou des modèles de Kaplan-Meier par exemple, en fait tout simplement qui nous permettent d'associer une probabilité de passage d'examen, que ce soit le premier ou le second, ou le troisième ou le quatrième ou le cinquième à chaque candidat. Il y a une autre question dans le chat. C'est la question sur le changement de culture. La question, c'est comment avez-vous mis en place ce changement au niveau des entités? Alors, au niveau des entités, c'est-à-dire au niveau des acteurs, que ce soit les écoles de conduite, dans toute leur diversité, les agents d'administration, je suppose que c'est ça la question? Pas préciser, mais je pense que c'est ça. Bon, je vais partir là-dessus. Comment on l'a mis en place? On l'a mis en place par un accompagnement du changement énorme. On a été vraiment dans un esprit de co-construction. On est arrivé sur place, on leur a dit, voilà, on a un cadre, la réforme du permis de conduire on nous impose ça. Voilà les bords du cadre. À l'intérieur du cadre, on va travailler avec vous pour savoir ce qu'on met dans l'outil, dans les fonctionnalités, en fonction de vos besoins. Donc, on va étudier les workflows utilisateurs. Vous êtes une petite auto-école, expliquez-nous comment se passe la planification d'un examen pour vos élèves. Vous êtes une auto-école moyenne, expliquez-nous. Vous êtes une grosse auto-école, expliquez-nous. Et on s'est mis, du coup, à avoir pas mal de ressources sur tous ces parcours. On a co-construit avec eux, on a proposé, on a dit du coup, dans l'outil, on va mettre en place telle et telle fonctionnalité. Pour le mesurer, on va prendre tels indicateurs. Et tout ça s'est fait en permanence dans la co-construction avec les écoles de conduite, avec les agents d'administration et sur un modèle itératif où tous les 15 jours, on a essayé de livrer une amélioration, on corrigeait, on a rajouté. Je vais prendre un exemple. Le confinement a mis la France entière dans un état de stress absolu sur la ressource examen puisque tout s'était arrêté et qu'au moment de la sortie du premier confinement, énormément de personnes étaient en attente pour passer leurs épreuves, à la fois dans les tuyaux pour la formation et à la fois pour passer les examens. Ça nous a permis, grâce à l'étude de la data, grâce à la rencontre avec les utilisateurs, de proposer des systèmes de régulation qui permettent de dire que même dans un système sous tension avec une demande supérieure à l'offre, on va garantir à chacun des acteurs, en fonction de sa capacité de formation, un minimum de place pour que, économiquement, tout le monde s'en sorte. Mais vraiment, accompagnement du changement maximum. Des réunions hebdomadaires, des expériences utilisateurs renouvelées, une transparence, un partage de tout ce qu'on faisait. Tout s'est joué là-dessus.
Et d'ailleurs, l'expérimentation a abouti à un résultat favorable. Un bilan réalisé à la fois par un organisme externe à l'administration, la société Pluricité, et l'approbation des 3 organisations professionnelles principales d'auto-école, ainsi que des organisations syndicales inspecteurs. D'accord, il y a un peu, mais ben. À 11h, je te dis. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. En plus, il y a un engagement quand on travaille. La donnée est quelque chose d'attirant, quelque chose de fun, j'ai envie de dire. Et quand on travaille, notamment, ça s'est vu beaucoup avec les BER, il y a un vrai engagement. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent, qui participent, qui en plus ont, pour certains, une analyse des données très naturellement adéquate, j'ai envie de dire. Et c'était très intéressant de travailler avec eux. On était vraiment dans un échange. Et je pense que ça aussi, ça a permis d'engager les entités de la meilleure des manières possibles. Alors, je vois une question de M. David Henry qui nous demande qu'est-ce qu'on aurait fait différemment durant le cadrage pour mieux adresser cet aspect. Ce qu'on aurait fait différemment durant le cadrage pour mieux adresser cet aspect, c'est que je pense qu'on aurait identifié immédiatement qu'il était indispensable de se créer une table candidat, une table créneau pour avoir tout de suite les infos, les retours réels dès qu'on mettait en place une fonctionnalité. Et donc, sur cet aspect-là, on a attendu plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir ces retours sur ces nouveaux indicateurs. Et ça aurait été utile de les avoir tout de suite. Ça nous aurait notamment aidé dans la partie sortie de confinement. Puisque l'expérimentation a démarré, on a fait 12 jours d'examen, on a tout coupé. Et on s'est retrouvé en sortie de confinement avec une reprise progressive dans les départements où on n'était pas aveugle, mais il y avait vraiment du brouillard, quoi. Voilà, c'était assez délicat. C'était assez délicat. Là, on a vraiment manqué d'indicateurs pertinents, puisqu'on avait les seuls indicateurs qui dataient de l'ancienne méthode. Et l'ancienne méthode, c'est des indicateurs qui arrivent, qui nous donnent en fait l'histoire du passé, mais qui nous permettent pas de tirer d'enseignement sur ce qui va arriver. C'est là qu'on avait vraiment besoin de la data. En plus, j'ai envie de dire que d'un point de vue purement technique, quand on construit les data marts, on le fait via un contrat d'application avec les différentes applications, donc notamment Rendez-vous Permis. Demander à une équipe qui est déjà lancée dans un projet, qui a déjà fait beaucoup de choix techniques, de les faire évoluer pour rentrer en compte la data une fois que la construction est lancée, ça crée beaucoup plus de friction. Alors que si dès le départ, on sait qu'on va en même temps faire un data mart, on sait en même temps qu'on va envoyer de la donnée et qu'on a cette responsabilité en fait en tant que produit à la fois donc de mettre de tout le service Rendez-vous Permis, mais en plus d'envoyer de la donnée à une certaine fréquence et à un certain endroit, ça aurait été beaucoup plus facile, je pense, et naturel. Et on l'a vu d'ailleurs sur d'autres applications pour lesquelles on est arrivé avant ou pendant la construction, enfin plus en amont de la construction. Donc je pense que ça aussi, c'est important, c'est que ça permet de le faire de manière beaucoup plus fluide, puisque ça intervient en même temps que la construction de tout le reste. Je pense notamment à certaines colonnes, dans certaines tables, par exemple, qu'il a fallu rajouter on the fly, et c'était beaucoup plus difficile pour les équipes, surtout quand du coup l'application est déjà en prod et que les changements du coup, se font beaucoup moins facilement. Voilà. Il y a d'autres questions? Sinon, il reste 3 minutes. Est-ce que Anne-Sophie, tu veux annoncer les prochains comptoirs ou je peux le faire aussi? Oui, il y a juste une question d'Anne que vous avez, qui est passée dans le chat et qui demandait à partir de quelles données a été initialisé le système et y a-t-il eu des difficultés de récupération des historiques? Très bonne question. Alors, en l'occurrence, il y a une base de données qui existe déjà au ministère avec énormément d'informations sur les examens. C'est Orige, pour ceux qui connaissent. Alors oui, il y a eu des difficultés de récupération puisqu'on est sur des données qu'il faut pseudo-anonymiser. Il faut vérifier donc qu'on transporte ces données dans le cadre évidemment de RGPD. Il faut aussi réorganiser ces données puisqu'elles avaient des structures de tables qui étaient faites pour que les applications utilisant Orige fonctionnent, mais pas pour faire de la data science en soi.
Il a fallu aussi donc, acquérir toute la connaissance de cette table historique pour pouvoir en traiter de la donnée. Ça a été un travail non négligeable. On a passé 2-3 mois, enfin un incrément, sur la reformulation à partir des données historiques d'une table métier similaire à celle qu'on a mis en production ensuite. Donc oui, la donnée historique, c'est aussi d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait, en intervenant dès le cadrage, on peut préparer mieux cet accès aux données historiques qui donc est loin d'être évident parfois et qui est fortement nécessaire du coup, pour éclairer justement comment on va construire les tableaux de demain. J'espère avoir répondu à la question d'Anne. Ça a l'air d'avoir répondu. Merci beaucoup. Pour les prochains comptoirs, mardi prochain, on parlera du cloud souverain avec un grand ponte, Benjamin Bayard, notre CTO, Myriam Berken, et notre expert cloud chez Octo, Arthur Andrieux. Et jeudi de la semaine prochaine, notre CEO, Ludovic Cinquin, viendra nous présenter son nouveau livre sur devenir une entreprise agile. Je vous mets le lien d'inscription dans le chat. Et merci beaucoup, Yoann et Fred. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir.